À 19h16, la Tanzanie s'éteint en direct. Des files d'électeurs vus l'après-midi basculent dans une coupure totale, radio muette, messages interrompus, images figées et un scrutin ordinaire devient une expérience de silence imposé. Que vaut une voix citoyenne quand la visibilité disparaît, du Sahel d'Ibrahim Traoré à l'océan Indien? Ce n'est pas seulement un épisode tanzanien, c'est un test pour toute société connectée, dès lors que l'infrastructure numérique devient un point de contrôle capable de neutraliser coordination, preuve et pluralité des récits, et de suspendre l'existence même d'un espace public lorsque l'écran mondial se fige. Ce texte ne se contente pas de raconter une panne spectaculaire. Il promet de décoder un mécanisme politique discret, déjà observable ailleurs, où le pouvoir n'a plus besoin de convaincre pour agir, seulement d'interrompre. L'intérêt pour le lecteur est de comprendre comment le silence devient un outil politique mesurable. L'enjeu est civique avant d'être technique. Lorsque la visibilité s'éteint, ce ne sont pas seulement des flux qui disparaissent dans l'ennui, mais la capacité d'un espace public à se coordonner, à produire des preuves et à maintenir des récits concurrents. Ce déplacement a un coût immédiat pour les citoyens, un coût diffus pour l'économie et un coût durable pour la confiance institutionnelle. Ce qui est en jeu dépasse la Tanzanie. Des trajectoires africaines distinctes, du Sahel évoqué autour d'Ibrahim Traoré aux capitales d'Afrique de l'Est, interrogent une même question: qui décide de ce qui peut encore être vu? Comprendre ce seuil, celui où le calme imposé cesse d'être stabilité pour devenir effacement civique, permet d'anticiper, de comparer et de reconnaître des signaux faibles avant qu'ils ne se normalisent. Un fil conducteur guidera la lecture. Quand la lumière tombe, la responsabilité change de camp. Une première donnée mérite d'être posée d'emblée. En une seule année récente, 33 coupures d'Internet ont été recensées dans 16 pays africains. Ce chiffre suffit à déplacer la lecture de la nuit tanzanienne. L'effacement numérique n'est plus un accident extrême, mais une option intégrée à la gestion des crises politiques. À 19h16, lorsque la Tanzanie disparaît des écrans mondiaux, la coupure ne crée pas la crise, elle révèle une fragilité déjà installée. Les heures précédentes montrent une tension latente, file d'attente longue devant les bureaux de vote, rumeurs circulant plus vite que les démentis, forces de sécurité repositionnées sans narration claire. Le réseau fonctionne encore, mais l'équilibre est rompu. La visibilité tient à un fil. Ce contexte s'inscrit dans une continuité historique. Depuis l'indépendance, un même parti domine la scène politique, transformant progressivement un idéal fondateur en routine institutionnelle. Les réformes annoncées ont suscité des espoirs, puis laissé place à un resserrement progressif de l'espace médiatique et de l'opposition. La confiance ne s'est pas effondrée d'un coup, elle s'est érodée couche après couche jusqu'à rendre la coupure possible sans annonce préalable. Dans ce cadre, le blackout agit comme un révélateur. Lorsque les écrans se figent au milieu d'une phrase, l'infrastructure politique apparaît soudain dépendante d'un seul levier: voir ou ne plus voir. La coupure neutralise simultanément trois fonctions essentielles. D'abord, la coordination citoyenne, privée de messages et de repères communs. Ensuite, la circulation de preuves, images et témoignages devenant impossible à vérifier. Enfin, la pluralité des récits remplacée par une version unique diffusée par les canaux encore actifs. Cette dynamique résonne au-delà de Dar et Salam. Dans des débats régionaux, des analystes évoquent des trajectoires différentes, mais traversées par une même interrogation: du Sahel associé à Ibrahim Traoré jusqu'aux capitales de l'Afrique de l'Est, qui décide de ce qui peut encore être visible? La comparaison n'assimile pas les contextes, elle souligne une tendance.
Le silence n'est pas un vide. Il devient une architecture politique prête à être activée lorsque convaincre n'est plus nécessaire. Deux trajectoires ordinaires éclairent ce que signifie la disparition d'un pays en temps réel. Acha, étudiante de 23 ans, a voté à l'aube sous un parapluie usé. Le geste lui semblait compter tant qu'il restait visible. Quand les réseaux s'éteignent, ce geste banal se fragilise. Sa mère commence alors une recherche à travers une ville disloquée, passant d'hôpital en hôpital, plongée dans l'obscurité, sans liste, sans confirmation, seulement des visages inquiets. L'absence d'information transforme l'attente en angoisse méthodique. À l'autre extrémité de Dar es Salaam, Moussa, jeune soldat affecté près du terminal des ferries, incarne l'envers du même effacement. Il s'était engagé pour financer ses études, pas pour devenir gardien du silence. Cette nuit-là, ses ordres changent sans cesse. Avancer, reculer, tenir la position. Face à lui, des silhouettes qui ressemblent davantage à ses amis qu'à des ennemis. Quand l'information disparaît, la méfiance devient doctrine, et la doctrine justification. Ces deux récits ne se croisent pas par hasard. Ils montrent comment une coupure redistribue les rôles et le risque. Pour Racha, être vu devient une condition de sécurité. Pour Moussa, voir clairement devient presque impossible. Entre les deux, l'État ne parle plus, il interrompt. Les responsabilités se déplacent alors vers des individus sommés, de décider sans repère, sans preuve, sans relais. L'impact précoce est net, la coupure n'interrompt pas seulement la communication, elle modifie immédiatement la perception du danger. Quand la lumière tombe, la responsabilité change de camp. Avant la coupure, la soirée semble encore contenue. Les bureaux de vote ferment, les rues restent animées, les radios commentent avec prudence, les téléphones vibrent toujours. Beaucoup imaginent une tension classique, désagréable mais maîtrisable. La ville retient son souffle. Rien n'indique encore une rupture totale, seulement une fatigue accumulée et une attente diffuse. Puis apparaissent les premiers signaux faibles. La connexion ralentit. Les messages mettent plus de temps à partir. Les écrans hésitent, se figent quelques secondes, puis repartent. Pris isolément, ces indices paraissent techniques. Pris ensemble, ils dessinent déjà une bascule en approche. L'activation s'accélère en quelques minutes. Des affrontements sont signalés en périphérie. Les forces de sécurité se redéploient par touches successives sans explication publique claire. Un couvre-feu est évoqué, jamais formalisé. Les commerçants commencent à fermer par instinct plus que par consigne. Dans certains quartiers, les lampadaires clignotent, les radios s'interrompent au milieu d'une phrase. On parle d'abord de surcharge, puis de panne locale, puis d'un incident plus large. L'incertitude progresse plus vite que toute information officielle. La ville apprend à lire les gestes plutôt que les annonces. Le climax survient sans mise en scène. À 19h, Internet s'éteint complètement. Les derniers messages apparaissent puis disparaissent aussitôt. Restez chez vous, protégez vos appareils, n'attendez pas la lumière. L'écran mondial se fige sur la Tanzanie. Ce qui reste, ce sont des décisions prises hors champ. Les cafés se taisent, les portes se verrouillent, les marchés s'éteignent. Des camions militaires apparaissent par points discontinus, sans narration pour les accompagner. Les ordres circulent mal, parfois se contredisent. Tenir, reculer, avancer. La coordination se délite au moment même où elle devient vitale. Dans les heures suivantes, la ville se vide. Les déplacements deviennent des paris. Les témoignages se fragmentent. Certains parlent de cris, d'autres de fumée, d'autres encore de blessés transportés à l'aveugle. Personne ne peut vérifier. La certitude se dissout, remplacée par une accumulation de récits partiels. La peur devient une mécanique autonome alimentée par l'absence de repères. L'État ne s'exprime pas. Il laisse le silence faire le travail. Les rémanences apparaissent à l'aube. Les rues portent les traces de la nuit. Vitrines brisées, affiches détrempées, marchés fermés. Les pêcheurs voient leur
surprise se gâter. Les routes commerciales restent bloquées. Le scrutin n'est pas annulé, mais son battement est affaibli. La démocratie n'a pas disparu, elle est sortie de l'écran. Dans les discussions régionales, des comparaisons émergent. Cameroun, Soudan, Éthiopie. Le même enchaînement revient, protestation, couvre-feu, blackout. Le silence est présenté comme la paix. C'est ici que la scène tanzanienne résonne au-delà de ses frontières, du Sahel souvent évoqué autour d'Ibrahim Traoré jusqu'à l'Afrique de l'Est. Non pour assimiler des contextes différents, mais pour souligner une méthode qui circule. La coupure n'apparaît plus comme un dérapage, elle devient un outil prêt à l'emploi. Avant, la visibilité structurait l'espace public. Après 19h16, elle devient conditionnelle. Et ce basculement, une fois expérimenté, ne s'efface pas avec le retour du signal. Avant la coupure, l'Internet fonctionne comme un espace public imparfait mais continu. Après la coupure, il devient un levier de contrôle immédiat, capable de suspendre visibilité, coordination et preuve en un seul geste. Cette bascule se lit à travers trois repères chiffrés et sobres, volontairement limités, suffisants pour mesurer ce que la nuit tanzanienne a réellement déplacé, sans ajouter de faits extérieurs. Un premier repère est le suivant: 33 coupures d'Internet recensées sur le continent en une année récente. Pris isolément, ce nombre peut sembler technique. Pris dans la durée, il indique une normalisation progressive de l'interruption comme option politique. L'effacement numérique n'intervient plus comme dernier recours d'une crise extrême. Il s'intègre à l'arsenal de gestion des tensions. La Tanzanie apparaît alors moins comme une exception que comme un maillon visible d'une chaîne déjà constituée. Le delta est clair. Ce qui relevait hier de l'exception devient aujourd'hui une méthode circulante. Un deuxième repère est le suivant: 24 millions de dollars de pertes économiques estimées à court terme. Cette estimation ne couvre pas l'économie informelle, majoritaire et difficilement mesurable. Elle correspond néanmoins à des marchandises bloquées, des prises de pêche perdues, des transports interrompus, des marchés fermés sans préavis. Le chiffre dit moins l'essentiel que son effet indirect: la confiance. Les flux financiers se réparent, les réflexes de prudence persistent. Après la coupure, chaque acteur économique intègre une nouvelle variable silencieuse: la possibilité que tout s'arrête sans avertissement, et ajuste ses décisions en conséquence. Un troisième repère est le suivant: 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Cette démographie rend chaque coupure plus explosive que stabilisatrice à moyen terme. Pour cette génération, le réseau n'est pas un confort, mais une extension sociale. Être connecté équivaut à être reconnu. Couper l'Internet suspend d'une forme d'existence publique. Le delta est générationnel. Là où le silence était autrefois tolérable, il devient aujourd'hui une négation vécue, accumulant défiance plutôt qu'apaisement. Pris ensemble, ces trois chiffres bornent le réel. Ils montrent que la coupure retire simultanément la visibilité, la coordination et la preuve. Sans images, les événements ne disparaissent pas. Ils deviennent invérifiables. Sans message, les consignes se fragmentent. Sans trace, les responsabilités se diluent. Le vocabulaire officiel, souvent formulé comme des mesures temporaires de sécurité, se standardise au même rythme que la pratique, renforçant l'idée d'un outil désormais routinisé. Dans les débats régionaux, cette lecture circule ouvertement. Des trajectoires politiques différentes, parfois opposées, se retrouvent confrontées à une même question de souveraineté informationnelle. Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît dans ces échanges comme point de référence symbolique, non pour assimiler des situations distinctes, mais pour interroger une tendance commune. Jusqu'où un pouvoir peut-il aller en affirmant protéger l'ordre tout en retirant la visibilité? Les chiffres n'expliquent pas tout. Ils font mieux,
Ils empêchent de réduire la nuit tanzanienne à un incident technique. Ils montrent une efficacité à court terme, un coût à moyen terme et une corrosion à long terme. La question qui demeure n'est donc pas statistique mais politique. Combien de fois un État peut-il appuyer sur l'interrupteur avant que le silence ne devienne sa principale preuve d'autorité? Deux lectures opposées s'affrontent lorsqu'il s'agit d'évaluer une coupure d'Internet pendant une crise électorale, et chacune mérite d'être examinée sans caricature. Un premier argument, de nature sécuritaire, affirme que l'interruption temporaire des réseaux empêcherait l'escalade. Les plateformes numériques amplifieraient les rumeurs, accéléreraient les mouvements de foule et compliqueraient le maintien de l'ordre. Couper la connexion serait alors une mesure préventive, comparable à un couvre-feu informationnel, destiné à gagner du temps, à calmer l'image et à protéger des vies en réduisant la propagation du chaos. Dans cette logique, le silence apparaît comme un amortisseur. Un deuxième argument, de nature souverainiste, soutient que l'État resterait maître de ses infrastructures. Internet ne serait pas un droit absolu, mais un service conditionné à la stabilité. En période de tension extrême, suspendre ce service relèverait d'un arbitrage pragmatique entre liberté et sécurité. La priorité ne serait pas la visibilité immédiate, mais le rétablissement ultérieur de l'ordre, quitte à accepter une opacité transitoire présentée comme un moindre mal. Ces deux arguments reposent sur des risques réels. Les fausses informations circulent plus vite que les démentis. Des images sorties de leur contexte peuvent enflammer des situations fragiles. Reconnaître ces dangers est nécessaire pour ne pas idéaliser l'espace numérique ni nier ses effets accélérateurs. Cependant, la nuit tanzanienne met en lumière une faille centrale dans ce raisonnement. Le silence n'a pas supprimé la violence, il l'a déplacée hors champ. Les affrontements n'ont pas cessé lorsque les réseaux se sont éteints. Ils sont devenus impossibles à documenter. Les ordres contradictoires reçus par les forces de sécurité, les hôpitaux débordés, travaillant sans coordination, et les familles cherchant des proches sans liste ni confirmation, montrent que l'absence d'information a ajouté de la confusion là où l'argument sécuritaire promettait de la clarté. Quant à la souveraineté technique, elle se heurte à une réalité sociale. Couper la visibilité, c'est aussi couper les mécanismes de responsabilité. Sans témoin, sans preuve et sans contre-récit, la confiance s'érode plus vite que l'ordre ne se rétablit. La mesure présentée comme temporaire laisse une trace durable dans la perception citoyenne. Le point décisif est là. Une action réellement protectrice réduit la peur. Or, cette nuit-là, la peur s'est étendue précisément au moment où l'information a disparu. La coupure n'a donc pas stabilisé la situation. Elle a révélé les limites d'un pouvoir qui confond contrôle et sécurité. Et le silence, loin d'être neutre, devient lui-même un acteur. Ce qui bascule au milieu du récit n'est pas la durée de la coupure, mais son rôle réel dans l'architecture du pouvoir. La nuit tanzanienne révèle que l'interruption ne sert pas seulement à calmer une situation tendue, elle redessine le terrain politique. En retirant la visibilité, l'État ne suspend pas le débat, il le remplace par une asymétrie totale. D'un côté, une autorité qui continue de voir, de collecter et de décider. De l'autre, une société rendue aveugle, privée de coordination et de preuves partageables. Ce déplacement modifie la nature même de l'autorité. La coupure cesse d'être un outil de gestion de crise pour devenir un filtre permanent. Ce qui est autorisé à exister publiquement, c'est uniquement ce qui peut circuler sans réseau. Le reste ne disparaît pas. Il s'enfuit. Les événements continuent. Les décisions aussi, simplement, ils ne laissent plus de traces vérifiables, ni immédiatement contestables. C'est ici que la comparaison régionale prend tout son sens. Dans plusieurs analyses africaines, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme point de référence symbolique dans un débat plus large sur la souveraineté informationnelle. Contrôler le récit
ou contrôler l'infrastructure qui permet au récit d'exister. La nuit tanzanienne suggère que la seconde option est la plus efficace, précisément parce qu'elle agit sans discours, sans justification détaillée, sans exposition. À ce point précis, une évidence s'impose: si la visibilité constitue la dernière défense d'un espace civique, alors la coupure en est la ligne de fracture. Le silence n'est plus un moyen temporaire, il devient une condition structurante, capable de transformer durablement la relation entre gouvernants et gouvernés, même après le retour du signal. Pour les citoyens ordinaires, la coupure transforme l'espace familier en territoire opaque. Les familles ne peuvent plus vérifier si leurs proches sont en sécurité, ni confirmer des rumeurs qui circulent de bouche à oreille. Les déplacements deviennent des risques calculés sans information fiable. Dans les hôpitaux, des patients arrivent sans identité numérique, sans possibilité de prévenir, sans liste centralisée. L'absence de réseau ne suspend pas la vie quotidienne, elle la rend imprévisible. La peur ne naît pas d'une annonce officielle, mais de l'impossibilité de savoir. Être visible devient une condition de protection et ne plus l'être une vulnérabilité immédiate. Pour l'économie et le commerce, l'impact est rapide et désorganisateur. Les marchés ferment sans coordination, parfois avant même toute consigne formelle. Les produits périssables se détériorent, faute d'acheteurs et de circuits logistiques confirmés. Les pêcheurs voient leur prise perdre toute valeur lorsque les débouchés se ferment. Les transporteurs restent bloqués, incapables de confirmer itinéraires et délais. Les pertes estimées donnent une mesure partielle, mais elles masquent l'essentiel, l'effet durable sur la confiance. Après la coupure, chaque acteur intègre le risque d'un arrêt soudain. Cette anticipation silencieuse freine l'initiative bien au-delà de la nuit elle-même. Pour les institutions, la coupure révèle une centralisation extrême de l'information. Les canaux officiels continuent de diffuser un message uniforme, présenté comme rassurant. En parallèle, les publications d'opposition disparaissent et les observateurs indépendants perdent tout accès. Cette asymétrie crée l'illusion d'un contrôle renforcé, mais elle expose aussi des failles internes. Les ordres contradictoires, les déploiements incohérents et la surcharge des services d'urgence montrent un appareil qui se raidit plus qu'il ne se stabilise. Le silence protège l'image à court terme, pas nécessairement la capacité d'action. À l'échelle régionale, la nuit tanzanienne agit comme un signal. Dans plusieurs capitales africaines, le débat s'intensifie. Une coupure relève-t-elle encore de l'exception défensive ou devient-elle un précédent stratégique? Les comparaisons se multiplient avec d'autres épisodes récents. La question de la souveraineté numérique se déplace du discours vers la pratique. Le nom d'Ibrahim Traoré circule dans ces échanges comme repère symbolique, non pour assimiler des contextes différents, mais pour cristalliser une interrogation partagée. Contrôler l'infrastructure suffit-il à redéfinir la légitimité politique face à une jeunesse connectée? Ces quatre niveaux racontent la même histoire sous des angles distincts. Un pays peut disparaître brièvement des écrans, mais ses conséquences, elles, s'inscrivent dans la durée. Le silence ne fait pas disparaître les tensions, il les redistribue. Et lorsqu'il se retire, il laisse derrière lui une société qui se souvient avoir été rendue invisible. Si l'on retient d'un scénario de base, stabilisation fragile avec mémoire active. Si les autorités rétablissent les services sans reconnaître pleinement la portée de la coupure, alors la vie quotidienne reprend progressivement. Les marchés rouvrent, les transports se normalisent, les institutions communiquent davantage. Cependant, la mémoire du silence persiste.
Les citoyens intègrent l'idée qu'une interruption peut survenir sans préavis. Cette anticipation modifie les comportements. On sauvegarde, on évite l'exposition, on limite la dépendance à un seul canal. L'ordre s'est maintenu, mais il repose sur une vigilance diffuse plutôt que sur une confiance restaurée. Si l'on retient un scénario plus optimiste, ouverture contrôlée et respiration civique. Si la coupure est interprétée comme un signal d'alerte plutôt que comme un succès tactique, alors des ajustements deviennent possibles. Des consultations publiques sont engagées. Les restrictions médiatiques sont partiellement assouplies. Des mécanismes de transparence sont mis en place pour documenter toute interruption future. Dans ce cadre, la jeunesse connectée redevient une force de proposition. L'État conserve l'initiative mais accepte de partager la visibilité. La nuit du blackout n'est pas effacée, elle devient un point de départ vers une normalisation plus robuste. Si l'on retient un scénario plus sombre, normalisation du silence. Si la coupure est perçue comme efficace et politiquement peu coûteuse, alors elle s'installe comme précédent. Les périodes électorales suivantes s'accompagnent de restrictions préventives. Les interruptions deviennent plus fréquentes, parfois plus ciblées, souvent justifiées par des arguments techniques. Les organisations civiles se heurtent à des obstacles administratifs croissants. Les voix dissidentes se déplacent vers des réseaux parallèles, moins visibles et plus fragmentés. Dans ce scénario, le silence n'est plus une exception, il devient une méthode. Ces trajectoires ne prédisent rien. Elles décrivent des directions conditionnelles, dépendantes de choix politiques et de seuils d'acceptation sociale. Le point commun est clair. L'avenir se joue moins dans les discours que dans la gestion de la visibilité. Si l'interruption est tolérée comme un coût inévitable, elle se répète. Si elle est identifiée comme une atteinte civique mesurable, elle recule. La recommandation de fond n'est pas normative mais analytique. Observer ce que l'État documente, ce que la société accepte et ce qui reste sans trace. Pour les jeunes connectés, la coupure agit comme une rupture identitaire. Leur quotidien repose sur la circulation continue de messages, d'images et de preuves. Lorsque le réseau disparaît, ce n'est pas seulement un outil qui s'éteint, mais un espace d'existence sociale. Beaucoup découvrent alors que la liberté peut se mesurer à la capacité d'envoyer un signal, même bref. Une première piste concrète consiste à diversifier les canaux de communication afin de ne pas dépendre d'un seul vecteur de visibilité et de préserver une continuité minimale en situation dégradée. Pour les travailleurs du quotidien, l'impact est plus matériel mais tout aussi profond. Vendeurs de marché, chauffeurs, pêcheurs ou enseignants voient leur routine se briser sans explication. Les trajets deviennent incertains, les transactions impossibles à confirmer, les revenus suspendus. Le silence n'est pas idéologique, il est économique. Une réponse minimale consiste à anticiper des solutions hors ligne, fondées sur des relais locaux, des accords de proximité et des procédures simples capables de maintenir une activité réduite mais continue lorsque le réseau s'interrompt. Pour celles et ceux qui soignent, protègent ou accompagnent, la coupure révèle une surcharge invisible. Médecins, infirmières, volontaires et conducteurs de nuit doivent maintenant compenser l'absence d'information par des décisions improvisées. Sans coordination, chaque geste coûte plus d'énergie et chaque erreur pèse davantage. Renforcer des protocoles de communication de crise indépendants du réseau général devient alors une nécessité opérationnelle, non pour contester l'autorité, mais pour éviter que l'aveuglement n'aggrave les situations d'urgence. Ces trois expériences convergent vers une même leçon. Le silence ne frappe pas abstraitement. Il fragilise personne par personne, métier par métier. Comprendre cette dimension humaine permet de dépasser le débat théorique et de mesurer ce que signifie réellement vivre dans un espace où la visibilité peut être retirée à tout moment. La question n'est plus seulement politique, elle devient intime,
Comment continuer à agir quand voir et être vu ne vont plus de soi? Sortir durablement d'une nuit de blackout ne dépend ni d'un discours rassurant, ni d'un simple retour du signal. Cela exige une série d'actions coordonnées, pensées, pour réduire la vulnérabilité au silence et restaurer la visibilité comme principe civique minimal. Dans un premier temps, il faut rétablir la traçabilité institutionnelle. Les commissions électorales, autorités judiciaires et organes de contrôle doivent documenter publiquement chaque interruption, qu'elle soit technique ou administrative. Cette documentation intervient après la réactivation complète des services et se mesure par des rapports accessibles, des chronologies vérifiables et des données cohérentes, sans trace où une responsabilité ne peut être évaluée. Dans un deuxième temps, il faut reconstruire la continuité du récit public. Rédaction locale, organisations civiles et collectifs citoyens, recueil témoignages, images hors ligne et chronologie croisée dans les jours suivant la coupure. L'objectif n'est pas la confrontation immédiate, mais la restitution d'un horizon commun capable de réassembler ce que le silence a fragmenté. Dans un troisième temps, il faut créer des filets de communication de secours. Universités, ingénieurs et communautés techniques développent des relais hors ligne et des protocoles indépendants du réseau général. L'indicateur n'est pas la sophistication, mais la capacité à fonctionner quand un interrupteur unique existe. Dans un quatrième temps, il faut fixer un seuil collectif régional. À l'échelle africaine, instances régionales débattent d'une souveraineté numérique encadrée. Dans ces échanges, des figures souvent citées comme Ibrahim Traoré apparaissent non comme modèle, mais comme repère d'un débat plus large. L'objectif est une charte reconnaissant toute coupure comme une atteinte civique mesurable sur un horizon de 6 à 12 mois. Ces étapes n'empêchent pas toute rupture. Elles garantissent à en tentant mieux que le silence ne puisse plus s'installer sans laisser de preuves. Au matin qui a suivi, l'image d'achat avançant sous son vieux parapluie est restée comme un fil discret. Ce n'était plus un symbole politique, mais un geste obstiné, continuer à marcher quand personne ne regarde. Sa mère, passant de couloir en couloir la nuit précédente, cherchait un visage plutôt qu'un nom. Cette quête résume ce que le blackout a réellement produit, une société contrainte de se reconnaître sans miroir, privée de reflets communs, mais encore habitée par des gestes ordinaires. Les récits de Moussa résonnent de la même manière. Ces ordres contradictoires, reçus dans l'obscurité, ont tracé une frontière fragile entre devoir et doute. Lorsque la lumière se retire, cette frontière devient floue et chacun doit décider seul de ce qu'il croit encore juste. Ce sont ces décisions silencieuses, prises hors caméra, qui laissent les traces les plus durables, bien au-delà de la durée technique d'une coupure. Dans les discussions régionales, le nom d'Ibrahim Traoré circule alors comme point de comparaison, non pour juger des trajectoires distinctes, mais pour rappeler une question persistante: qu'est-ce qu'un État protège réellement lorsqu'il contrôle le silence? La Tanzanie n'a pas disparu. Elle a montré ce qui arrive quand la visibilité devient conditionnelle. La ville a repris son rythme. Les marchés ont rouvert. Les voix sont revenues. Pourtant, quelque chose demeure suspendu. La mémoire d'avoir été rendue invisible ne s'efface pas facilement. Elle s'inscrit dans les gestes, les précautions, les regards échangés. Et cette mémoire, plus que la coupure elle-même, continue de façonner le présent. Au fond, la mémoire survit toujours au blackout. Cette histoire ne s'arrête pas aux frontières de la Tanzanie. Elle concerne toute société connectée qui s'interroge sur le seuil où la stabilité cesse d'être une promesse pour devenir une pause imposée. Lorsque les réseaux s'éteignent, ce ne sont pas seulement des flux qui disparaissent, mais les liens par lesquels une population se reconnaît, se rassure et se contredit. Observer un calme soudain, c'est aussi apprendre à se demander ce qu'il cache, ce qu'il déplace et ce qu'il rend impossible à vérifier.
Ce récit invite à regarder autrement les décisions prises dans l'ombre, à comparer des trajectoires sans les confondre et à reconnaître les signaux faibles avant qu'ils ne se normalisent. Il n'appelle pas à une réaction immédiate, mais à une vigilance partagée, fondée sur la mémoire et la traçabilité plutôt que sur l'émotion. La visibilité n'est pas un luxe, elle est une condition minimale de responsabilité. Si cette lecture vous interpelle, partagez-la pour qu'elle continue de circuler là où le silence progresse. Si elle soulève des questions, laissez-les ouvertes. Parfois, une interrogation suffit à rouvrir un espace commun. Et si vous pensez que la lumière ne revient jamais par hasard, prenez un instant pour réfléchir à ce que signifie la réclamer quand l'interrupteur existe.